7 centimètres. Est-ce que c'est beaucoup? Tout dépend du contexte. 7 centimètres de neige en montagne, par exemple, c'est insignifiant. Ça fait rêver personne. Ça procure aucune sensation particulière. Mais 7 centimètres, quand il s'agit d'une lame de couteau qui pénètre en plein centre de la poitrine, là, ça change tout. Et c'est exactement ce qu'une personne a vécu. Avant d'en arriver là, elle avait été humiliée publiquement sur TikTok, exposée devant des milliers de spectateurs, brutalisée, manipulée, puis finalement assassinée. Et le plus glaçant dans cette histoire, c'est que tout le monde la veut venir de très loin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où clairement rien ne va. Vous allez vite comprendre. Petit rappel rapide avant de commencer, si c'est toujours pas fait et que vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et surtout, ça permet de rien rater des prochaines vidéos. Et surtout de mon côté, ça m'aide énormément. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à aller également visiter mon site web curse.store car je peux enfin vous le dire officiellement, on a sorti un nouveau drop avec 2 nouveaux t-shirts. Le drop s'appelle Illusion et je suis vraiment fier des designs, c'est moi qui les ai faits et j'ai vraiment hâte de vous voir les porter. Bref, j'arrête ma promo, commençons cette vidéo. Le vendredi 25 mars 2022, un pub vit une soirée parfaitement banale, comme il en a connu des dizaines auparavant, situé à Kingswood, près de Bristol, en Angleterre. Et cet établissement familial a gagné en réputation depuis l'ouverture périphérique de Bristol en 2001. L'ambiance est détendue. Les adultes discutent autour de bières pendant que les enfants jouent dans l'air extérieur. Des rires éclatent, les verres s'entrechoquent et une douce chaleur printanière commence à s'installer. Fait étonnant pour un pub anglais. Personne n'a encore rendu son dîner sur le trottoir. Une rareté. Ce soir-là, Abigail White, 24 ans, attend Bradley Lewis. Il a 22 ans. Et ensemble, ils ont 3 enfants. Bradley est également père d'une petite fille appelée Scarlett, née d'une précédente relation avec une femme prénommée Léa. À première vue, Abigail ne se distingue en rien des autres clientes présentes. Pourtant, sa vie est loin d'être ordinaire. Son métier l'est encore moins. Elle possède un compte OnlyFans sur lequel elle publie du contenu pour adultes sous le pseudonyme Mitzi Lewis. Grâce à cette activité, elle gagne près de 50 000 livres sterling dès sa première année. Une somme confortable pour faire vivre sa famille. Bradley, de ce côté, travaille dans la pose de revêtement de sol. C'est un père investi, attentif à ses 4 enfants. École, maternelle, quotidien. Il est présent à chaque instant. C'est aussi un passionné de football. À Bristol, il est connu et apprécié. Très jeune, il joue pour le Bristol Rovers Supporters Junior Football Club, puis pour le Allen AFC à l'Anam Athletic Football Club, où il devient une figure respectée du milieu local. Le vrai problème dans la vie d'Abigail et de Bradley, c'est leur relation. Une relation instable, explosive, rythmée par des disputes violentes suivies de réconciliations, encore et encore. Les infidélités sont réciproques, à tel point qu'au moment des faits, Bradley ne vit même plus avec Abigail. Il est resté chez sa mère, Rachel Hawkins. Il veut rompre, mettre un terme définitif à cette relation toxique qu'il ronge depuis des années. Mais la raison est simple et terrifiante. Abigail lui fait peur. Bradley l'a confié à ses proches. Il veut partir, mais n'ose pas. À chaque tentative de rupture, Abigail perd totalement le contrôle. Elle menace de mettre fin à ses jours ou de tuer Bradley, sa mère, et toutes les femmes qui ont croisé sa route. Et non, ce ne sont pas des paroles en l'air. Abigail a déjà poignardé Bradley à 2 reprises, une fois à la jambe et une autre au bras. À peine une semaine avant cette soirée au pub, il a dû se rendre dans un centre de soins du NHS pour être pris en charge. Et malgré tout, il n'a jamais porté plainte. Il n'a jamais rien dit à la police.
Bradley a protégé Abigail encore une fois. Mais pourquoi? Parce qu'il l'aime. Enfin, si on peut appeler ça de l'amour. À ce stade, ça ressemble davantage à un stage intensif de survie. Il reste aussi pour leurs enfants très attachés à leur mère. Il ne veut pas détruire sa famille. Mais ce soir du 25 mars 2022, à Horse Hoe Pub, quelque chose cloche. Ou plutôt, tout empire. Plus tôt dans l'après-midi, Bradley a pris une décision qu'il repoussait depuis trop longtemps. Alors qu'il était au parc en présence d'une autre famille, il prononce les mots qu'Abigail redoute plus que tout. « Je ne veux plus être avec toi, Abby. Cette fois, c'est fini. » Et Abigail le comprend. Et cette décision, elle parvient pas à l'encaisser. Au cours de la soirée au pub, elle devient de plus en plus agitée. Abigail attend Bradley de pied ferme et il a le malheur d'arriver une demi-heure en retard. Cela dit, il a une excuse valable vu qu'il s'occupait de leur enfant. Mais leur mère ne veut rien entendre. Elle est simplement furieuse. Alors, quand Bradley s'installe finalement avec elle et leur ami Louise Silk et Ryan Downs, l'atmosphère est déjà très tendue. Pour ne rien arranger, Abigail a déjà une longueur d'avance, pour ne pas dire qu'elle est complètement ivre. Et ça n'a rien de surprenant. Elle a descendu une bouteille de vin entière avant même d'arriver au pub. Et une fois sur place, elle a commandé un Jägerbomb puis 2 rum and coke. La jeune femme a également consommé une petite quantité de cocaïne. Son amie Louise remarque très vite qu'Abigail n'est pas sobre. Elle amplifie tout et elle parle de choses qui ne sont pas très rationnelles. Bradley a encore 2 ou 3 pintes de bière devant lui quand elle décide qu'elle veut partir et lui faire remarquer. Seulement, elle n'a pas l'intention d'entendre qu'il termine ses verres. Et pour lui prouver, elle emploie les grands moyens. Elle balaie toutes les pintes de la table avant d'ajouter que maintenant, il n'en a plus. Elle a touché à sa bière. Ça ne pouvait que mal finir, cette histoire. Ryan voit vite que Bradley ne va vraiment pas bien et a raison, vu qu'à un moment donné, son ami l'appelle discrètement dans les toilettes des hommes. Là, à l'abri des regards, il ose se montrer bouleversé et pleure à chaudes larmes. Bradley confirme à Ryan qu'il veut quitter Abigail, mais qu'il ne peut pas partir parce qu'il est persuadé qu'elle mettrait fin à ses jours. Son ami lui propose alors d'aller lui chercher un verre pour l'aider à se calmer. Mais quand il revient à la table, Abigail dit qu'elle veut être seule avec Bradley. Ryan essaie d'intervenir pour aider son ami et lui demande d'arrêter de le harceler. La réaction d'Abigail est immédiate et violente, évidemment. Elle lui crache au visage, puis se tourne vers Bradley, lui jette un verre d'eau, puis l'insulte copieusement. Il lui demande de se calmer, mais l'ambiance est déjà extrêmement tendue. Et c'est à ce moment-là que Louise quitte la table pour se rendre aux toilettes. Et quand elle revient, une nouvelle scène éclate. Une femme d'une trentaine d'années, inquiète par le remue-ménage qu'Abigail provoque, s'approche d'elle pour lui demander ce qui se passe. Sa réponse est pour le moins agressive. « Tu es qui ?» Le compagnon de la trentenaire inquiet intervient alors pour lui dire de ne pas parler à sa femme de cette façon. En réponse, Abigail le gifle, lui crache au visage avec mépris et lui jette un verre dessus. L'homme excédé finit par la frapper et elle tombe au sol. Les images de vidéo de surveillance du pub capturent toute la scène, dans ses moindres détails. Après ça, Abigail est dans une colère noire, mais pas contre celui qui lui a mis un coup. Non. Elle enrage contre Bradley parce qu'il ne l'a pas défendu, parce qu'il a osé ne pas prendre son parti, tandis qu'elle manquait profondément de respect à un couple d'inconnus. Abigail reproche ouvertement à Bradley de ne pas être là quand elle le veut, de ne pas la protéger et de ne pas se battre pour elle. Et là, elle fait quelque chose de complètement fou. Enfin, encore plus fou à ce stade. Elle sort son téléphone et appelle la police pour porter plainte contre l'individu qui l'a frappé, en affirmant qu'il l'a attaqué. Elle ne mentionne évidemment pas qu'elle l'a giflé, lui a craché au-dessus et lui a jeté un verre en premier. Bref, juste des détails. Quand la police la rappelle pour obtenir plus d'éléments sur ce qui s'est passé, Abigail leur donne un faux nom. Elle mène aux autorités sans aucune hésitation, tout en jouant la victime. Les amis de l'ex-couple voient le danger qui plane au-dessus de la tête de Bradley. Ils savent tous à quel point leur relation est toxique et surtout combien qu'Abigail peut être violente quand elle est en colère. D'ailleurs, être en colère et ivre en même temps, c'est rarement le combo gagnant de base. Quand ils quittent le pub, Louise et Ryan
tentent donc désespérément d'empêcher Bradley de rentrer avec Abigail, sauf qu'il les écoute pas. Et avant de partir du pub, vers 19h50, il dit une phrase inquiétante d'une façon presque désinvolte. « Je suis mort quand je rentre à la maison. » Il la formule comme une blague, mais il a clairement une tension dans sa voix, comme s'il était angoissé. Alfie Pink, un autre ami, passait justement au bar et accepte de les ramener sur Chipperfield Road à Kingswood, où ils vivaient ensemble avant que Bradley ne retourne chez sa mère. Pourquoi a-t-il choisi de suivre Abigail ce soir-là? Mystère. Peut-être pour leurs enfants. Dans la voiture d'Alfie, Bradley est assis à l'avant. Abigail est à l'arrière et Bradley lâche une deuxième phrase qui va glacer le sang du conducteur. « Je vais me faire tuer pour ça. » Alfie reçoit un appel de Bradley à 19h54, peu après les avoir déposés. Et à 20h10, une voisine était au téléphone avec les services d'urgence. Entre ces deux moments, 16 minutes à peine. 16 minutes pendant lesquelles tout a basculé dans l'horreur. Quand Bradley et Abigail passent la porte du logement, la dispute continue parce qu'elle n'a pas digéré ce qui s'est passé au pub. Elle lui reproche toujours de ne pas l'avoir défendu, tandis que lui essaie de la calmer et désamorcer la situation, comme il a dû le faire des dizaines de fois auparavant. Seulement ce soir, c'est différent, parce que plus tôt dans la journée, Bradley a dit à Abigail que c'était fini, et il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Alors le conflit se déroule dans le couloir de la maison, un espace étroit dans lequel tout a tourné au drame en quelques secondes. À un moment, Abigail part dans la cuisine. Elle attrape un couteau pourvu d'une lame longue d'environ 15 cm. Revient vers Bradley avec cette arme en main, et là, elle le poignarde une seule fois. Mais le couteau est précis. La moitié de la lame, soit environ 7 cm, s'enfonce dans la poitrine de Bradley, passant à travers les cartilages de ses côtes avant d'entrer dans la chambre principale de son cœur. Après ce coup de poignard, il parvient à marcher jusqu'à la cuisine, où il s'effondre. Il est environ 20h10 à ce moment-là. En réalisant que Bradley est complètement inanimé, Abigail se met à crier qu'il ne peut plus respirer. Elle essaie d'appeler les secours, mais n'arrive pas à passer l'appel. Elle sort alors en courant dans le jardin, toujours en hurlant. Sa voisine, Laura Kendi, entend ses cris de détresse et se précipite dehors pour voir ce qui se passe. C'est là qu'elle entre dans la maison d'Abigail et découvre Bradley allongé sur le sol de la cuisine. Il est sur le dos, il y a du sang partout. Une quantité de sang qui forme maintenant une mare autour de lui. Laura fait immédiatement ce qu'elle peut pour Bradley et elle appelle les secours et suit scrupuleusement les instructions des opérateurs qui lui disent quoi faire. Elle appuie sur sa blessure qu'elle découvre au milieu de sa poitrine contre ses respirations et essaie désespérément de le maintenir en vie. Le secouriste au bout de la ligne demande aussi à Laura d'essayer de savoir ce qui s'est passé. Comment Bradley a-t-il été blessé? Elle tente de poser la question à Abigail, revenue à l'intérieur entre-temps, mais elle met du temps à fournir une réponse cohérente. La jeune femme est dans un état second. Elle ne peut s'arrêter de crier et de pleurer. Sauf que finalement, après plusieurs tentatives, Abigail donne une version des faits à Laura. Il se disputait quand Bradley a pris le couteau pour se poignarder lui-même dans la poitrine. À 20h48, la jeune femme appelle une amie. Elle lui sert la même version et lui demande de lui dire que le père de ses enfants va s'en sortir. Puis viennent les phrases troublantes. Il va aller bien, on va être ensemble. Comme si dans l'esprit d'Abigail, cette tragédie allait finalement les rapprocher au lieu de les séparer. Les secours arrivent rapidement à la maison et trouvent Bradley dans la cuisine, toujours inconscient. Ils tentent de le réanimer, de le stabiliser afin de l'amener à l'hôpital. Même s'il est conduit en urgence, son état est très critique. Le couteau a pénétré son cœur, un organe évidemment vital, gravement endommagé. Tandis que les ambulanciers s'occupent de Bradley, la police commence à examiner la scène. Et là, ils remarquent quelque chose d'étrange. Abigail a visiblement essayé de nettoyer la cuisine. Une serpillière a été utilisée et on voit que le sol a été particulièrement frotté, malgré tout le sang encore présent. Dans la machine à laver, il y a des vêtements pleins de sang. Quant à l'arme du crime, elle a été posée sur le radiateur dans le couloir. Mauvaise nouvelle. Bradley, lui, meurt quelques heures plus tard à l'hôpital dans la nuit du 25 au 26 mars 2022.
Abigail, elle répète à tous la même histoire, à sa voisine, à son ami et aux policiers arrivés sur les lieux. Elle soutient que Bradley s'est infligé cette blessure lui-même. Seulement, les enquêteurs la croient pas une seule seconde. Dès le début, la police ne croit pas la version d'Abigail. Trop d'éléments ne collent pas dans l'histoire qu'elle raconte à tout le monde. Bradley se serait lui-même poignardé? Vraiment? Le couteau utilisé est grand, et sur les 15 cm de lame, 7 sont entrés pour venir pénétrer directement le cœur de Bradley. Pour s'infliger une telle blessure soi-même, il faut une force considérable, une détermination absolue et surtout, il faut viser parfaitement. Bradley aurait donc enfoncé un couteau de cuisine dans sa propre poitrine à travers ses côtes, directement dans son cœur, en visant parfaitement, sans aucune hésitation. Les enquêteurs trouvent ça hautement improbable. Et puis, il y a cette tentative de nettoyage. La serpillière utilisée, les vêtements ensanglantés, le couteau posé sur le radiateur. Pourquoi essayer de nettoyer si Bradley a vraiment voulu sauter la vie lui-même? La police découvre rapidement qu'il y a beaucoup plus d'incohérences sur la scène de crime. Abigail est notoirement violente et la victime subissait des mauvais traitements de sa part depuis des années. Les images filmées par les caméras du pub le soir des faits sont aussi parlantes, mais elles démontrent aussi que la jeune femme est manipulatrice. Les témoignages s'accumulent aussi. Les amis de Bradley racontent tous la même chose. Ils n'avaient pas encore quitté Abigail parce qu'elle le menaçait de manière explicite et ils savaient qu'elle était parfaitement capable de passer à l'acte. Les enquêteurs mettent aussi la main sur des messages vocaux accablants, des enregistrements qu'Abigail a faits elle-même, la veille du meurtre. Le 24 mars, un jour avant qu'elle ne tue Bradley, elle avait enregistré des messages pour ses amis. Dans l'un d'eux, elle admet qu'elle n'a aucune limite, qu'elle est en colère et qu'elle est vraiment capable de le tuer s'il lui fait encore du mal, que l'un d'eux va mourir ou qu'elle va finir en prison. Dans un autre message, elle dit qu'elle ne croit aucun mot qui sort de la bouche de Bradley, et même quand il le tabasse à mort. Abigail précise qu'il finit par avouer que quand il pense qu'elle va le tuer, quand il sort un couteau ou qu'elle le poignarde. La veille des faits, ces messages sont glaçants, parce qu'ils sont la preuve qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle est parfaitement consciente de sa propre violence et de sa capacité à pouvoir blesser gravement Bradley. Quelques jours avant le meurtre, le 19 mars, Abigail avait découvert qu'il l'avait trompée. En rage, elle avait alors appelé son amie Sophie Weber pour se confier à elle. Et durant cet appel téléphonique, la situation a dégénéré entre les membres du couple. Bradley était là, avec Abigail, qui encore une fois se montrait violente, ce qui a poussé son compagnon à prendre le téléphone de ses mains et l'a terrifié. Il a supplié Sophie de l'aider en lui disant qu'elle essayait de le tuer, de le poignarder, qu'elle n'arrêtait pas de le frapper, lui faisait du mal. Bradley a crié ces mots au téléphone quelques jours seulement avant qu'Abigail ne le tue. Sophie a clairement entendu la peur et la détresse dans sa voix. Bradley a appelé les secours en disant exactement qu'elle essayait de le poignarder. Le témoignage de Sophie montre que la violence d'Abigail n'était pas nouvelle. Elle l'escaladait depuis des semaines et son compagnon savait parfaitement qu'elle était en danger. L'enquête révèle aussi les précédentes agressions au couteau dont Bradley avait été déjà victime. Dans un énième message vocal envoyé à une amie, Abigail a admis l'avoir poignardé. Son amie Louise, qui était au pub ce soir-là, se souvient de cette conversation. Abigail ne voulait même pas que Bradley aille à l'hôpital. Elle refusait qu'il quitte la maison. Les enquêteurs découvrent également des vidéos troublantes sur TikTok. Sur ces vidéos, on peut voir Abigail chercher à humilier Bradley publiquement. Elle se vante de lui faire subir des violences. Et elle en parle ouvertement, comme si c'était normal, et que c'était quelque chose dont elle était fière. Les SMS et messages WhatsApp qu'Abigail envoyait à Bradley sont tout aussi révélateurs de sa dangerosité. Elle exigeait son attention absolument constante. S'il ne répondait pas immédiatement ou ne faisait pas exactement ce qu'elle voulait, elle se mettait en colère et devenait de plus en plus instable. Tous les témoins, y compris les amis de la jeune femme, décrivent leur relation de la même manière, aussi toxique que possible. Les services sociaux avaient même ordonné qu'Abigail et Bradley restent séparés. Ils n'étaient donc plus censés vivre ensemble. C'est sérieux à ce point-là. Même les services sociaux sont rendus qu'ils veulent te séparer
C'est vraiment la dernière étape avant le trou. Sauf qu'ils l'ont quand même fait pendant un certain temps, en le cachant aux autorités. Cette pression supplémentaire amenée par la nécessité de mentir n'a fait qu'augmenter la tension qui régnait dans leur relation déjà explosive. Pour les enquêteurs, l'image est maintenant claire. Ce n'est pas un accident et Bradley n'a jamais voulu mourir. Son décès prématuré est l'aboutissement d'un cycle de violence conjugale qui avait commencé des années auparavant. Un cycle fait de coups de couteau, de menaces de mort, de chantage affectif, de contrôle obsessif et de jalousie maladive. La défense a toutefois une carte dans sa manche. Ici, Abigail ne pouvait vraiment pas être tenue responsable de ses actes. En juillet 2022, Abigail White comparaît devant la Bristol Crown Court et plaide coupable d'homicide involontaire. En gros, elle reconnaît tuer Bradley, mais nie le meurtre. Sa défense repose sur un argument précis, à savoir une responsabilité diminuée. Et oui, ses avocats affirment qu'Abigail souffre d'un trouble de la personnalité borderline, qu'elle a développé des suites d'une enfance traumatique. Selon la défense, elle a été victime d'abus sexuels et physiques de la part de son beau-père avant d'être placée en famille d'accueil et d'enchaîner les relations toxiques. Le trouble de la personnalité borderline, aussi appelé trouble de la personnalité limite, c'est un trouble mental complexe qui affecte la façon dont une personne perçoit le monde et autrui. Les personnes atteintes de ce trouble vivent souvent des émotions intenses et instables qui peuvent changer rapidement et de manière imprévisible. L'un des symptômes les plus caractéristiques est une peur profonde de l'abandon, réel ou imaginé, qui peut déclencher des réactions extrêmes pour éviter d'être quitté. Ces troubles s'accompagnent souvent d'une impulsivité marquée, d'une difficulté à contrôler la colère et parfois de comportements autodestructeurs. Il est aussi important de noter que ce diagnostic n'excuse pas les comportements violents ou criminels. De nombreuses personnes atteintes de ce trouble suivent des thérapies et parviennent à gérer leurs symptômes sans jamais devenir violentes. Le trouble borderline peut expliquer certains comportements, mais ne les justifie pas et ne supprime pas la responsabilité personnelle des actes commis. Raison pour laquelle la procureure rejette catégoriquement cet argument lorsqu'il est avancé par la défense. L'accusation ne demande pas un procès pour homicide involontaire. Elle veut un procès pour meurtre et c'est ce qu'elle va obtenir. Le 10 octobre 2022, le procès d'Abigail s'ouvre à la Bristol Crown Court. Il va durer 10 jours, quasiment 2 semaines d'audience, pendant lesquelles toute l'horreur de cette relation va être exposée publiquement. La procureure ouvre le procès avec une description des faits. Elle raconte la soirée au pub, la violence d'Abigail, les 16 minutes qui se sont écoulées entre l'appel de Bradley à Affie et à l'appel de secours de la voisine. Puis elle pose une question centrale au jury. Quand l'accusée a poignardé Bradley dans la poitrine, avait-elle l'intention de le tuer ou au moins de lui causer de graves blessures? 3 mois après sa mort, Abigail a admis qu'elle l'avait poignardé et même si elle dit qu'elle a regretté immédiatement, ce qui est sans doute le cas au moment où elle a enfoncé le couteau dans sa poitrine, ses intentions étaient claires. Entre les messages vocaux envoyés par Abigail, les scènes filmées dans le pub et les témoignages des amis du couple, les preuves sont accablantes. Après ça vient le moment le plus tendu du procès, celui durant lequel l'accusée doit témoigner à la barre pour raconter sa version des faits. Elle affirme que si elle a pris le couteau dans la cuisine, c'était juste dans le but d'effrayer Bradley, pour qu'il l'écoute enfin et qu'avant qu'elle se rende compte, elle avait poignardé. La procureure se lève pour le contre-interrogatoire et elle est implacable. Abigail reste sur sa position et reconnaît avoir menti dans les heures qui ont suivi le meurtre, mais refute qu'elle essayait de se protéger. Elle explique qu'elle avait peur, qu'elle s'inquiétait de ce qui allait arriver à tout le monde si elle disait la vérité, y compris à Bradley. La défense se fait témoigner un psychiatre médico-légal qui confirme qu'Abigail a un trouble de la personnalité. Mais il ajoute quelque chose de crucial. Les faits suggèrent qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait au moment de l'attaque. Une autre experte témoigne que 99% des gens auraient plus de facilité à contrôler leur colère qu'Abigail, qui en plus n'avait rien mis en place pour essayer de gérer ses problèmes. L'inspecteur qui a dirigé l'enquête espère, de son côté, que le jury,
a vu clair dans le jeu de l'accusé. Pour lui, elle met en avant son trouble de la personnalité pour écoper d'une condamnation plus clémente. À la fin du procès, on va vite être fixé. Le jury se retire pour délibérer durant 12 heures au total. Et le 21 octobre 2022, le verdict tombe. Abigail est déclarée coupable de meurtre à l'unanimité. Elle est ensuite condamnée immédiatement à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 18 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Le juge explique que normalement la peine de sûreté aurait dû être de 25 ans et c'est à cause des circonstances atténuantes d'Abigail, notamment son passé traumatique et les abus qu'elle a subis dans l'enfance, qu'il a décidé de la fixer à 18 ans. Bradley n'avait que 22 ans. À cause de ce drame, 4 enfants ont perdu leur père et 3 d'entre eux ont perdu 2 parents. Abigail a aujourd'hui 27 ans et restera derrière les barreaux jusqu'en 2040, au moins. Elle aura alors 42 ans. Si les statistiques montrent que ce sont majoritairement les femmes qui subissent des violences conjugales, il ne faut pas oublier que des hommes aussi en sont également victimes. Pourtant, ces hommes victimes font face à des obstacles particuliers qui rendent leur relation encore plus difficile. Il y a d'abord la honte et le silence. Parce que dans une société où les hommes sont censés être forts et protecteurs, malgré que je ne suis pas de cet avis, et admettre qu'on est victime de violence de la part d'une femme reste un tabou immense. Il y a aussi le manque de structures d'aide. Les refuges et associations sont surtout orientés vers les femmes victimes, ce qui est d'ailleurs pas un reproche, mais les hommes aussi peignent à trouver des ressources adaptées, sans oublier les barrières juridiques. Certains hommes craignent que leurs paroles ne soient pas prises au sérieux par la police ou la victime, voire que ça se retourne contre eux. Et le cas de Bradley Lewis illustre cette triste réalité. Voici cette triste affaire anglaise. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci infiniment. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, je vous souhaite une très bonne année 2026. J'espère que cette année sera meilleure que la précédente et meilleurs vœux à vous pour cette année. Bref, moi je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.